Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour, bienvenue à l'actualité économique du jour. Deux chiffres du jour qui sont la croissance revue à la baisse par Bruno Le Maire à 1,7%. Pour un budget construit sur une prévision à 2, l'écart commence à être significatif. Et le même ministre nous annonce que le déficit de l'année en cours ne sera pas de 2,3% comme il était espéré, mais de 2,6%. Là aussi, les écarts commencent à se creuser. Le prélèvement à la source, il nous reste 5 jours pour changer de taux ou alors définir le taux auquel on veut être prélevé. Mais derrière, il y a une question qui se pose, qui n'a pas été tellement évoquée. Ce prélèvement à la source aura-t-il pour effet de dynamiser les revendications et les négociations salariales avec des espoirs de hausse? La fin des commissaires aux comptes dans les PME, c'est fait par la commission spéciale de l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi Pacte. Sous une certaine taille, désormais, les entreprises ne sont plus obligées de faire valider leurs comptes par des commissaires aux comptes qui redoutent un armageddon dans leur profession. Ils l'ont suffisamment fait entendre. Et puis, cet amendement qui devrait être adopté, qui a en tout cas été accepté par Bruno Le Maire, pour que l'on publie désormais les écarts de salaire dans les entreprises, alors que les très grandes entreprises. On essaiera aussi de dire un mot des aides sociales. Agnès Buzyn ne veut pas de fusion d'aides sociales, mais on sent bien qu'avec les multiples rapports que nous avons pu découvrir tout récemment, il va se passer des choses sur la manière de calculer les prestations ou peut-être sur la manière de gérer et d'administrer certains minima sociaux. Pour commencer, j'accueille Marco Vujasinovic. Bonjour Marco. Bonjour. Fondateur de Météo Job, qui tous les premiers vendredis en théorie du mois, mais là ce sera ce sera lundi, peu importe, signe avec Booster Academy ce qu'on appelle la météo du business, c'est-à-dire une enquête de terrain réalisée auprès des commerciaux qui est assez révélatrice de la réalité de l'économie telle qu'elle tourne vraiment. Parce que là, on y vend des trucs, on y fait des closings, on y sort des factures, on encaisse de l'argent, il y a des délais de paiement, c'est la vraie vie de l'économie. Quel est le message de rentrée, Marco? Voilà, donc c'est une enquête qu'on mène auprès de plus de 600 000 commerciaux inscrits sur méthodejob.com. On leur pose ces questions très opérationnelles et c'est aussi un décryptage un peu des indicateurs macroéconomiques. On essaie d'anticiper les indicateurs macroéconomiques. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais juste avant l'été, on avait plutôt une dégradation de cet indicateur. Absolument. Oui. Voilà, et ce matin, moi, j'ai plutôt une bonne nouvelle, puisqu'en fait, notre baromètre est remonté au niveau de la rentrée 2017. Ce qui veut dire que il est assez favorable. On avait plutôt une fin d'année qui était d'ailleurs plutôt favorable en 2017. Là, on a 80% de nos commerciaux qui estiment qu'ils vont pouvoir réaliser leurs objectifs d'ici la fin de l'année. On 90%. A 80%. On a aussi un taux de concrétisation, de transformation des propositions en contrat qui est très bon. Et surtout, là où on a un très bon score, c'est sur la partie investissement. Donc sur la partie investissement, nous on a eu un retour que la dynamique d'investissement plutôt s'accélérait à nouveau. Donc ça veut dire que c'est plutôt favorable. On s'est posé une question d'ailleurs s'il y avait une corrélation entre cette dynamique et un effet Macron, etc. Aujourd'hui c'est évidemment complètement décorrélé. Donc 87% des commerciaux estiment qu'il n'y a pas de corrélation avec l'effet Macron. Mais ça veut dire aussi peut-être que la croissance de 2017 qui était suffisamment forte et suffisamment résiliente pour être aujourd'hui quand même entretenu indépendamment d'un effet macro, indépendamment d'une sorte d'une politique économique. Donc ça, c'est intéressant. Bon, mine de rien, c'est vrai que les indicateurs de croissance, 1,7%, c'est en déclin, mais c'est 1,7% de croissance, c'est pas si mauvais que ça. Ça reste au-dessus de la croissance potentielle. Ça reste au-dessus de ce qu'on avait dans les années passées. Et d'ailleurs, c'est totalement corroboré par les recrutements, puisque sur methodejob.com et chez nos confrères, nous, on continue à avoir une dynamique de recrutement qui est très forte. Donc ça veut dire, donc les éléments positifs de ce matin, c'est qu'indépendamment d'un certain négativisme ambiant global, médiatique, etc., on a quand même une dynamique de développement, de croissance, de business qui est plutôt bonne. Certes, on n'est pas à 2%, effectivement, mais ça reste plutôt favorable. Voilà. Merci beaucoup, Marco Vujasinovic, fondateur de Météo Job, donc pour cette météo du business que vous retrouvez tous les mois sur BFM Business, réalisée avec Booster Academy. J'accueille Agnès Michel, bonjour. Bonjour. Membre du comité éditorial de Terra Nova, auteur du petit manuel à l'usage de ceux qui paient les impôts et voudrait bien savoir pourquoi, rue de l'Échiquier, publié chez Rue de l'Échiquier. Léonidas Kalogéropoulos, bonjour. Bonjour. DG de médiation et arguments, vice-président d'éthique et délégué général de l'Open Internet Project. Vous avez publié L'entrepreneurialisme ou les nouvelles lumières d'une France qui ose chez Fauve Édition. Et Stéphane Van Uffel, bonjour. Bonjour Nicolas. Fondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral
Il y a une actu sur je suis libéral.fr. Alors, il n'y a pas une actu. J'ai fait un choix cet été parce que, comme vous, sur votre Twitter, quand on traitait du libéralisme sur ce plateau. Vous avez changé de nom. Non, c'est pas ça. Alors, j'étais libéral.fr. J'ai pris le parti, en fait, d'effacer une grande partie des commentaires et des publications qui n'étaient pas les miennes et de rester sur les explications de mes pairs libéraux, Turgot, Bastia, etc., et de me dire, je vais plutôt maintenant essayer de tourner les choses un peu différentes en étant pas néolibéral, parce que c'est très sale comme mot, mais pragmatico-libéral, en essayant, et je ne sais plus qui l'a dit sur votre plateau la semaine dernière, mais quelqu'un l'a dit, qu'il n'y a pas de barrière politique dans le libéralisme que moi je veux défendre. Il n'y a pas de droite, de gauche, il n'y a pas d'idéologie. Il peut y avoir... Le libéralisme transcende ces idées-là. C'est-à-dire que je pense, Léonidas, et je suis ravi d'être avec lui parce que le projet entrepreneurialiste qu'il a eu a dû se confronter forcément. Il a dû se confronter forcément à des choses comme ça. On a dû le traiter de droite, et puis parfois il a dû être traité de gauche. Parce que forcément, il y a automatiquement, dans l'idée de l'entreprise, il y a aussi le salarial, partage du profit, des choses. Ok, Stéphane, mais automatiquement, si vous êtes au cœur d'un système très socialisé comme le nôtre et que vous prenez un système libéral qui le serait moins, automatiquement, ça quitte là-dedans des connotations politiques classiques. Pas seulement Nicolas, pardonnez-moi, mais je trouve que c'est très intéressant ce que dit Nicolas, parce que il y a notamment la question de la régulation, sur laquelle les libéraux disent bien entendu il ne peut pas y avoir de compétition s'il n'y a pas de règles, et il y a une certaine caricature du libéralisme qui prétend que lorsqu'on est libéral, on ne veut aucune régulation. Voilà. Or, ce matin, on va probablement parler à un moment donné de la régulation des GAFA sur les droits d'auteur. S'il n'y a pas de régulation sur la propriété intellectuelle, c'est la remise en cause du droit de propriété. Et le droit de propriété, c'est un élément fondamental du libéralisme. Donc, toutes ces notions-là qui sont au cœur de la pensée libérale, il faut qu'effectivement, on se retrouve parfois... On est d'accord qu'il n'y a pas de capitalisme sans risque de faillite, il n'y a pas de libéralisme sans responsabilité. Il y a quand même des failles dans la raquette à plusieurs endroits, mais bon. Est-ce que je veux dire on ne fait pas toute l'émission sur le libéralisme. C'est juste parce que ça va dans le sens de ce qu'on va se dire sur les thèmes d'aujourd'hui. Il y a clairement une vraie pédagogie à faire auprès des Français qui ne sont pas des libéraux de culture. La France n'a pas eu cette culture libérale, alors qu'elle a produit des très grands libéraux comme Voltaire, qui était plutôt un libéral intellectuel et philosophique. Mais l'idée, c'est de dire juste aux gens, le libéralisme, ça veut dire juste se libérer de carcans. Ça peut être le mariage gay est un mariage pour tous, pardon, est un mode de libéralisme, de la société. Est-ce qu'on y adhère ou est-ce qu'on n'y adhère pas? Mais quelque part, ce sont ces mouvements-là. Le libéralisme, le problème, c'est qu'on pense tout de suite financiarisation. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on parle d'économie sur BFM Business, on pense plus business que mariage pour tous. Nicolas, ça va avec. C'était la promesse d'Emmanuel Macron, le libéralisme, donc un libéralisme social, comme vous venez de le dire, mais également un libéralisme plus lié à l'économie, plus lié à l'organisation de la société, institutionnel. Ce sur quoi il y a quand même une petite déception, puisqu'en fait, on se retrouve sur un carcan très jacobiniste, très centralisateur, qui est un peu à l'opposé du libéralisme et qui pose des vrais problèmes ensuite sur la règle du jeu économique. Avec un parti transversal, c'est forcément compliqué pour lui, là, maintenant que la réalité lui arrive de face. C'est peut-être l'exercice du pouvoir bien sûr. qui a tendance à... c'est passionnant. La réalité, elle arrive un peu de manière brute et sauvage, là, quand même. C'est assez passionnant d'avoir des débats, et il n'y a que sur BFM Business qu'on peut les avoir, mais je vous rebondis sur ce que dit Agnès Michel. On a, sur l'enseignement supérieur, des problématiques à régler. Le réflexe de l'État, ça s'appelle l'universitarisation, qui consiste à mettre... Non, l'universitarisation, c'est un mot qu'ils ont inventé pour dire que la totalité de l'enseignement supérieur devrait être sous la tutelle des universités. Voilà. C'est-à-dire du jacobinisme, de l'étatisme, l'idée que seul l'État aurait la vérité révélée. Une version de l'égalitarisme, peut-être alors justement, un petit peu archaïque. Reconnaissons-le, et je l'ai dit sur ce plateau, et l'enseignement supérieur est un très bon exemple, comme pour la SNCF, comme pour Air France, qui m'a fait un truc ce matin lunaire. Bon, bref. Mais parce que vous êtes venu de Bordeaux avec Air France au petit matin. J'ai dû prendre un TGV hier soir à 22h, quoi. Le rêve. Vous laissez votre famille et vous partez à 22h parce qu'Air France à 16h30 vous annule votre vol de 6h20. Et je suis pas tout seul dans le vol de 6h20. Attendez. Donc, Bon, je sais pas pour quelle raison, c'est des choses qui peuvent... Nicolas, continuons, juste pour dire, c'est important parce que je sais que Léonidas va entendre ce que je veux dire. Le libéralisme qu'il faut que l'on travaille, alors est-ce que ce sera M. Macron, est-ce que ce sera quelqu'un d'autre, c'est de dire simplement l'État a son rôle, y compris un rôle effectif dans l'économie, c'est moi qui vous le dis,
et il faut lui mettre juste des concurrents. On ne dit pas il faut arrêter que l'État s'en mêle et qu'on rase tout et on laisse ça à des cow-boys et on va faire le Far West et le marché qui est censé se réguler tout seul. Non, on sait que c'est la limite. La jungle, on sait. C'est la limite du capitalisme. C'est un capitalisme qui a été créé par des penseurs à une époque où il y avait encore un minimum de tenue et que les hommes d'affaires et les banquiers étaient des gens qui faisaient encore des choses humainement acceptables. Aujourd'hui, on sait que si vous lâchez les chiens sur la finance, sur les machines dans la finance, c'est fini. Il n'y aura plus cette notion-là. Aujourd'hui, je dis juste... sur des carcans, d'attaquer la SNCF de plein fouet en disant qu'ils sont tous mauvais. Non, c'est pas vrai. Vous avez des gens qui travaillent, qui ont envie de bosser, qui ont envie et qui n'ont pas peur de la concurrence. Et que Keolis, j'avais donné cet exemple, Keolis, qui est une filiale de la Société Générale, de la SNCF, a réussi à aller piquer des vrais marchés avec les mêmes contraintes. Oui, par contre, en ce qui concerne le réseau, les infrastructures, là, il faut forcément... c'est un monopole naturel, Agnès Michel, quand vous avez un réseau d'infrastructures. Oui, mais à un moment donné, il faut aussi reclarifier les choses parce qu'il y a une confusion et il y a des impacts très forts, par exemple sur le fret, en fonction du nombre de sillons, qui dépend du nombre de voies, qui doit être décidé par le seul qui est en capacité de le faire, c'est-à-dire l'État. Là, on a toute une chaîne qui impacte directement le monde économique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, sous des prétextes de se faire une concurrence interne, c'est-à-dire entre le transport de personnes et le transport de marchandises, on a privilégié le transport de personnes, on n'a plus rien pour le transport de marchandises et ça conditionne totalement les transports des marchandises qu'on consomme et évidemment l'aspect environnemental qui aujourd'hui devient un sujet enfin reconnu à sa juste valeur. De toute façon, il ne vous a pas échappé que la semaine dernière, sous la pression d'Eurostat, l'INSEE a considéré que SNCF Réseau était une administration publique. Et donc c'est bel et bien une entreprise totalement publique. C'est très dans la lignée d'Adam Smith, qu'on a toujours lu à l'envers. C'est une entreprise publique, ce qui fait qu'on a requalifié sur l'année 2017 et même 2016 la dette de la SNCF en dette d'État et donc les trous financiers de SNCF Réseau en déficit. Ce qui d'ailleurs participe peut-être d'ores et déjà aux chiffres que Bruno Le Maire nous a annoncé sur le déficit. Bon, mais je compte sur vous pour m'accompagner dans cette croisade. Je vais vous accompagner dans la croisade. Et on va recommencer à se faire insulter sur le Mais je vais vous mettre des gens qui vont être très sympathiques en face de vous. Ah oui, pas de problème. Non, mais je suis pas inquiet. Parce que j'en ai eu dans les deux camps. De quoi, Nicolas, j'en ai eu dans les deux camps. Vous aviez tendance à être considéré par certains auditeurs, rappelez-vous, on en rigolait, comme un odieux libéral. Oui, mais je sais. Mais moi, j'ai l'inverse aussi. C'est que il y a des libéraux qui m'ont dit, oh là là, bien entendu. J'ai eu la bêtise une fois de dire que je trouvais que c'était pas normal que l'Irlande ait une pression fiscale et un dumping fiscal aussi important. Oui, parce qu'il faut quand même dire que on peut se faire. Pour l'émission. mais moi j'écoute. On peut se faire excommunier du libéralisme très facilement. Très facilement. Et à partir du moment où on parle de régulation, du rôle de l'État, enfin, alors que c'est vraiment l'idée classique du libéralisme. Sans parler évidemment de l'héritage, puisque forcément un libéral est contre l'héritage et c'est à un moment donné ça va ressortir. Ah mais à un moment donné, de toute façon, je suis convaincu que peu importe libéralisme ou pas libéralisme, il y aura des actions sur les successions en France. Ça me semble ce qui serait une très très bonne nouvelle. C'est une partie de l'activité, mais j'y suis favorable. Ouais. Voilà. L'anti-rente successorale, il y a un truc à faire. Vive la concurrence. Bon, je reviens sur mes sujets. Pardon. Quand même. Merci. Non, mais on refera. Non, mais ça a été des sujets de la semaine dernière. Vous avez fait. Enfin, c'est des sujets aussi du jour. C'est 10 ans de Lehman Brothers, effectivement. Non, mais alors là, on verra si on dit un mot des 10 ans de Lehman, parce que c'est quand même vendredi que la grosse actu sur Lehman. Pour reprendre le fil de mes sujets. Surtout, j'en profite, Terra Nova a sorti un super rapport sur les 10 ans. Le rapport de Terra Nova est sorti le 3 septembre et j'ai donc invité vendredi l'un des auteurs de ce rapport qui s'appelle Lune. Il y a 2 femmes et un homme. Et elle s'appelle Jésabel Coupé-Soubéran. Elle sera avec nous. Il y aura Agnès Benassi-Kéré, il y aura Jean-Marc Vittori. On va essayer de tirer les enseignements des 10 ans post-Lehman à la lumière de ce rapport. Et c'est d'ailleurs la publication de ce rapport qui, avant l'été, m'avait rappelé que c'était pas mal de prévoir une émission le 14 septembre sur cette thématique véritablement très bonne initiative. Le 14 initiative. septembre 2008, j'étais sur ce plateau en train de commenter la dégringolade. La vérité, Léonidas, c'est on tombait tous de notre chaise. Même en tant que journaliste économique spécialisé, on n'était pas tellement en capacité d'expliquer ce que c'était qu'un MBS, un CDO, un CDS et tous ces montages financiers. Et il a fallu quand même quelques semaines pour N'hésitez pas. Pour mûrir un peu. Pardon ? N'hésitez pas. N'hésitez pas quoi ? Oui, c'est un petit coup de téléphone. Oui, enfin, on a passé des coups de téléphone à des spécialistes à l'époque qui sont venus sur les plateaux, qui ont profité justement du fait qu'on n'était pas très mûrs sur le sujet pour nous expliquer que tout allait bien. Et quand même, on est passé à 2 doigts de l'Armageddon financier. Donc, oui, enfin, nous, on a quand même freiné énormément sur un certain nombre de positions dès août 2007.
Oui, je sais. Que c'est en 2007 que nous, on a commencé à... En 2007, Dexia commençait à montrer des signes de... Mais Dexia, c'était un modèle très particulier. C'est les assurances. Non, je sais, mais il se trouve que je travaillais à l'époque pour les risques et que Dexia est un exemple sur la façon dont la régulation n'est pas respectée, n'est pas assez, n'est pas en face. Justement, les régulateurs publics n'avaient pas assez de moyens pour juger de la qualité et des données et des calculs et des calculs de notation et des stress tests. Et c'est vrai que voilà. Et c'était pas le dossier le plus compliqué parce que Dexia finançait beaucoup de collectivités locales de mémoire. Et c'est l'assurance américaine qui a commencé. Vous avez vu qu'on est en train de recréer un Dexia sans trop le dire, en rapprochant la Caisse des dépôts avec la Poste et oui, mais la différence... Quand même, globalement, on nous fabrique la banque des collectivités locales à la française. Tout le problème de ça, mon cher Nicolas, c'était juste une notion de transparence. De transparence. Nous, on travaille beaucoup avec des analystes obligataires qui travaillent sur plutôt des obligations qu'on appelle high yield, donc avec des hauts rendements, donc forcément notés triple B ou en dessous. Eux, à un moment donné, ils ont commencé à dans leur propre démarche commerciale, de continuer à nous convaincre qu'il fallait faire ce genre d'investissement, nous disaient attention, il y a des compartiments, il ne faut pas toucher. Et ils nous disaient de ne pas toucher aux fameux CDS. C'est-à-dire qu'ils commençaient à voir arriver... Les default swaps, c'était les polices d'assurance que l'on prenait sur un risque de défaut. L'assurance qu'on prenait sur un risque, qu'on ne prend théoriquement pas sur une obligation. Pas dans ces volumes-là. Et c'est là où ils ont je me rappelle, fin juillet 2007, on avait reçu déjà des... Bon, bref. Moi, je me souviens quand même de ces gens qui venaient m'expliquer sur les plateaux que tout allait bien, que ça allait bien se passer, et qui, 2-3 années après, quand il y avait prescription, m'ont avoué qu'ils avaient mis de l'argent liquide perso à la maison au cas où. Classe. C'est vrai qu'il faut être franc. Les journalistes économiques, un peu tout sujet comme je peux l'être, n'étaient pas totalement équipés techniquement pour comprendre absolument tous les rouages. Maintenant, on a fait des progrès quand même. Oui, mais le système a failli péricliter à cause de la transparence. Du manque le système, non, mais le montage en lui-même de mélanger j'allais dire un jug bounce, non, une obligation un peu moins bien notée avec une obligation mieux, c'est ni plus ni moins, pardonnez-moi de la caricature, de mettre la Grèce avec l'Allemagne. Ça peut fonctionner à partir du moment où c'est transparent et qu'on le sait. J'avais pris l'image du steak haché. Quand vous mettez de la bonne viande et de la mauvaise, il y a forcément un vice quelque part, mais vous le voyez plus. Bon, c'était ça la merveilleusité de la titrisation où on allait disséminer le risque et il disparaissait dans la mesure où il était disséminé. Et si vous le savez, c'est ça le problème. Vous le savez. Il y en avait certains qui en avaient quand même une petite idée. Si on continue à vous vendre le steak haché au même